aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. Je pense qu'aujourd'hui dans cette vidéo la lumière va énormément changer. Là sur les 5 minutes qui viennent de passer il y a eu 3 types de luminosité. Eh bien écoutez, je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai très envie d'utiliser la lumière vraie, la lumière du soleil. Parce que voilà, on arrive au printemps et on a besoin de cette lumière. Donc j'avais vraiment pas du tout envie de fermer toutes les tentures et de sortir mes éclairages. Donc pour ceux que ça dérange, j'en suis désolée, voilà tout simplement, mais j'avais vraiment besoin de ça. En plus, je sais que beaucoup d'entre vous ne regardent pas les vidéos, mais les écoutent plutôt comme moi, puisque souvent j'écoute les vidéos des copains, des copines en faisant à manger, en faisant la vaisselle, en pendant mon linge. 3 petits points, voilà, donc j'espère que ça vous dérangera pas. On va tout de suite passer au point lecture. Aujourd'hui, gros point lecture, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Je vais le faire dans un ordre non pas de préférence, mais je vais le faire dans la fameuse échelle du glauque. Donc on va commencer par le livre le moins glauque de tous ceux que j'ai lus dernièrement, et on va terminer par le plus trash, par le plus dégueu, par le plus glauque, voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup les lectures glauques, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas trop ça. Mais qu'est-ce que vous faites ici en même temps? Non, je rigole. Donc il y en a beaucoup d'entre vous, je sais, qui n'aiment pas trop quand c'est glauque, quand il y a des scènes un peu dégueu. Donc je vais essayer dans cette vidéo d'essayer de toujours vous spécifier le type de scène un peu dégueu qu'il peut y avoir, même en essayant bien sûr de ne pas vous spoiler, hein. Le but c'est pas de vous révéler tout ce qui se passe dans le livre, mais vraiment selon les sensibilités de chacun, c'est vraiment une échelle que je trouve sympa, voilà. Et je pense que ça vous a plu la dernière fois, donc on va réitérer et on va commencer par une lecture qui pour le coup est la moins glauque de toute la lecture que j'ai faite dernièrement. On va parler de Normal People de Sally Rooney, qui est un livre publié chez les éditions de l'Olivier, qui vient de sortir là en grand format. Dans ce roman, nous allons suivre le personnage de Marianne et le personnage de Connell, qui sont tous les deux dans la même classe au lycée. Et ils ne se parlent pas voilà, dans la vie de tous les jours, parce que Marianne, c'est une jeune fille très effacée, qui n'a pas forcément d'amis dans sa classe. Elles se sent très différentes des autres, et elle est visiblement différente des autres. Et Connell, lui, c'est un gars un petit peu plus populaire, que le gars que tout le monde aime. Il est très accepté par les autres, par les joueurs de foot, tout ça. Enfin bref, il est dans son équipe. Tout le monde l'adore. Ce sont deux personnages qui vont être amenés à se rencontrer assez régulièrement, puisque la mère de Connell travaille pour la mère de Marianne. Donc en fait elle fait le ménage chez la mère de Marianne. Ce sont deux personnages d'ailleurs qui n'ont pas les mêmes moyens, et donc à chaque fois Connell va chercher sa mère chez Marianne en voiture, puisque lui il conduit. Il va à chaque fois la chercher quand elle a fini de travailler, et donc de temps en temps ils croisent Marianne et ils parlent ensemble. Entre eux va s'installer petit à petit une relation d'abord plus ou moins amicale, et forcément on se doute qu'il va y avoir une relation amoureuse, c'est écrit dans le résumé. Et en fait, cette relation, Connell va vouloir la cacher, donc il n'a pas du tout envie que Marianne en parle au lycée, parce que, non pas qu'il a honte, mais c'est un peu, si tout le monde sait qu'il est avec la bizarre Marianne, qui se fait un petit peu embêter au lycée d'ailleurs, eh bien lui il va être, je sais pas ce qu'on va faire, mais en tout cas il est pas content quoi. Il a pas du tout envie qu'on sache qu'il sort, qu'il a des relations en tout cas avec Marianne. Il s'ignore quand ils sont au lycée, c'est vraiment spécial. Voilà, et alors on va découvrir l'évolution de cette relation au fur et à mesure des années, puisqu'on va les voir un petit peu sortir du lycée, arriver dans leurs études supérieures, etc. Moi c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, alors qu'en soi, il se passe pas grand chose dans ce livre, mais tout de suite j'ai été attachée à ces personnages, même si le personnage de Connell m'a beaucoup énervée. Ben voilà, le fait qu'ils veulent pas dire à ses copains qu'ils sortent avec Marianne, je trouve ça un petit peu gonflé. Je trouve pas ça très sympa. Moi j'aimerais pas du tout que mon mec n'ait pas envie de me présenter, enfin je trouve ça un petit peu horrible. Marianne, elle s'en fout un peu, elle dit mais de toute façon j'ai pas d'amis, à qui tu veux que je le dise, voilà. C'est un petit peu triste, et moi je me suis sentie évidemment très proche de Marianne, parce que expérience à l'école, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage, même si c'est un personnage que j'ai parfois du mal à comprendre. Elle est très blessée par sa situation familiale, elle vit avec un frère qui est assez oppressant, qui la frappe de temps en temps, et qui l'humilie de temps en temps, et sa mère, elle s'en fout un peu, hein, clairement. Donc la vie à la maison n'est pas top chez Marianne, et donc elle va retrouver quelque chose chez Connell. Moi les personnages je les ai bien appréciés, malgré le fait que Connell soit un peu attarté au début.
mais j'ai beaucoup aimé les suivre parce que on va suivre l'évolution de leur relation avec d'autres personnages, un côté très naturel de la vraie vie. Donc après, ils vont perdre un peu des contacts avec les anciens potes du lycée, bah, c'est un peu comme ça que ça se passe. Tu perds les contacts avec les gens, ou alors t'en gardes certains qui sont très forts, et ils vont faire leurs études supérieures, et on va voir leurs nouvelles rencontres, on va voir comment la vie familiale de Marianne impacte sa vie en société, le changement qui va s'opérer chez Marianne. Ce sont vraiment des fresques, des passages de la vie de ces deux personnages. Donc c'est une histoire d'amour dont on a le début, la fin, je vous laisse découvrir, voilà. Mais en tout cas, c'est une histoire très particulière au niveau de la narration. Comme je vous ai dit, il y a des petits sauts dans le temps, des petites choses. Le fil conducteur, c'est vraiment les retrouvailles de ces personnages. Ça peut faire penser au livre Un jour de David Nichols, qui a un petit peu ce même type de narration, donc avec des retrouvailles à chaque fois, tous les ans, je crois que c'est ça, un jour. Ici, c'est un petit peu différent, au bout de quelques mois, on sait que, ah oui, ils sont ensemble, ah oui, non, en fait, elle est avec quelqu'un d'autre, et c'est vraiment toute une histoire d'amour. Si on m'avait résumé le livre comme ça, j'aurais pas eu envie de le lire, clairement. Donc la fille vient de résumer, je viens de vous résumer le livre, et je sais que ça donne pas forcément envie, mais je ne sais pas, inévitablement, il y a des choses... C'est passionnant, ce livre. Moi, je l'ai trouvé tout simplement passionnant. Même si parfois, les personnages font des actions... Tu te demandes mais pourquoi ils font ça? Ils disent des choses parfois problématiques, mais il n'y a rien à faire, on est attaché à eux, on a envie de les suivre. La seule chose qui m'a un petit peu déçue, c'est la fin. Je vais pas développer, mais on a ce qu'on appelle une fin plutôt ouverte avec plusieurs possibilités. On peut comprendre une possibilité, on peut en comprendre une autre, j'ai l'impression, avec ce livre. C'est un livre, moi, que j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas du tout à une lecture comme ça, vraiment toute une histoire d'amour sur plusieurs années, c'était très beau. Ensuite, sur l'échelle du glauque, on va arriver en deuxième position avec D'écho en écho de Jodi Tyler. C'est le tome 2 des Chroniques de Sainte-Marie, c'est pourquoi je vais aller très vite sur ce livre, puisque c'est un tome 2, tout simplement, j'ai pas envie de vous spoiler le tome 1. Tout ce que je peux vous dire sur le tome 1, déjà, c'est que nous sommes avec une héroïne, Madeleine Maxwell, en tout cas Madeleine Maxwell, qu'on appelle Max, familièrement. C'est une historienne qui va rentrer dans un institut assez particulier, parce que dans cet institut à Sainte Marie, on va faire des voyages dans le temps pour retrouver des éléments du passé, des éléments hyper intéressants. Par exemple, on va aller du temps de, je sais pas moi, Napoléon, c'est pas le cas, mais par exemple, et peut-être que on veut savoir des détails sur une telle bataille, et donc on va observer un petit peu la bataille, ou même faire partie de la bataille, et voilà. C'est vraiment hyper intéressant parce qu'on fait des voyages dans le temps, et il y a toute cette... Ce principe des voyages dans le temps est extrêmement bien travaillé de la part de l'autrice. J'avais adoré le tome 1 et du coup inévitablement j'ai adoré le tome 2, j'ai trouvé ça passionnant. Tout de suite on est dans le bain, je vous le dis parce que ça va en tenter beaucoup d'entre vous, ça ne spoil pas. Enfin, ça spoil, mais ça spoil pas quoi. Enfin, il y a une époque dans laquelle on va rentrer dans ce livre qui se passe au début du livre. Je peux vous dire quand même l'époque, ça spoil pas l'histoire, ça spoil simplement une époque. C'est Jack l'Éventreur. Un des premiers personnages qu'on va rencontrer dans ce livre, c'est Jack l'Éventreur. Comment vous dire que j'étais dans un pied intégral avec cette lecture. Je peux pas développer beaucoup plus, à part que j'ai adoré, moi, ce deuxième tome. Très très bon. En troisième position, parce que oui, on est toujours dans l'échelle du glauque, on va parler d'un livre qui est une bande dessinée, qui est un livre graphique qui a été prêté par un de nos amis, qui nous a prêté des livres récemment, qu'il a beaucoup aimé, d'ailleurs avec sa compagne aussi. Voilà, ils nous ont prêté des livres qu'ils ont beaucoup aimés, qui sont parfois un peu étranges et qui sont pas toujours très connus. Et moi j'ai adoré me plonger dans ces lectures, vous allez en voir un autre dans le point lecture. J'ai adoré parce que j'avais l'impression de me retrouver dans un cocon rien qu'à moi. Je savais que personne, enfin si, il y a sûrement plein de gens sur la terre qui le lisaient, mais j'avais l'impression que personne n'était en train de le lire, et j'ai besoin de ça de temps en temps. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais j'ai besoin de ce côté privilégié avec les livres. Et donc j'ai lu Préférence Système, qui est pourtant je pense assez connu, de Hugo Bienvenu. C'est chez De Noël Graphique. Je vous mets quelques extraits, j'espère que je vais garder parce que sinon je vais devoir les refaire. Donc ici dans ce livre, nous sommes dans un futur, je n'ai même pas fait attention à l'époque, hein. Mais en tout cas, nous sommes dans un futur dans lequel les robots ont peu à peu remplacé les humains. Et d'ailleurs, les robots, ce monsieur d'ailleurs porte les enfants. Donc ce ne sont plus les femmes qui portent leurs enfants, ce sont des robots. Donc c'est assez creepy, hein, parce que moi j'aimerais jamais mettre un enfant dans le ventre d'un robot. Imagine, il a plus de batterie ou j'en sais rien, moi, le bébé meurt? C'est quoi cette histoire? Donc on est vraiment dans cet univers très intéressant. Et dans cet univers, en fait, toutes les données, toutes les œuvres artistiques, tout se trouve sur un disque.
sur une sauvegarde et il n'y a plus de livres papier, il n'y a plus de partition, il n'y a plus de peinture, on doit tout retrouver sur le net en fait, un endroit où il y a toutes les informations. Et en fait, pour qu'on puisse continuer à accumuler des informations au fur et à mesure des années qui passent, eh bien il faut supprimer des informations du passé parce que forcément si madame veut faire sa photo sur la plage d'Instagram, eh bien il faut qu'il y ait assez de place sur cette banque de données et donc on va supprimer des informations du passé et donc il y a plein de personnages qui sont en pourparlers pour décider quelles informations on va supprimer. Heureusement, ils ont décidé de garder des œuvres de Victor Hugo, mais par exemple, ils vont supprimer au début du livre l'Odyssée de l'espace. Ils disent, on s'en fout, l'Odyssée de l'espace, on va virer ça, c'est pas très intéressant. Il faut qu'on ait de la place pour que monsieur, madame puissent mettre leurs photos sur Instagram. C'est tout à fait passionnant. Et donc, on va suivre un petit couple qui, eux, sont sur le point d'avoir un enfant. Et le monsieur dans le couple, lui, il a un petit peu du mal avec cette règle de devoir virer des données. Et lui, illégalement, il va garder des informations, je sais plus quelle œuvre il va garder, justement je crois que c'est peut-être à propos de l'Odyssée de l'espace, ça se passe vraiment au début, hein, donc, et lui dans l'illégalité totale, il va décider de conserver des données, il va se rendre compte qu'il n'est pas tout seul. Et le livre est scindé en deux parties, donc à partir de la moitié du livre il se passe quelque chose et ça change un petit peu. Et moi j'ai trouvé ce livre tout simplement passionnant, je m'attendais pas à aimer à ce point, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça fait réfléchir et on a une histoire hyper touchante avec une jeune fille, je vous laisse découvrir sur la deuxième partie. C'était passionnant, j'ai vraiment adoré ce livre, j'ai versé ma petite larme, c'était très touchant, il y avait beaucoup de poésie, des interrogations sur notre monde actuel, sur justement l'accumulation des données, sur le... Ça me fait même réfléchir au nombre de mails qui m'attendent sur une de mes boîtes mail, j'ai 17 000 mails non lus sur une ancienne boîte mail, tous des trucs comme ça, tu te dis en fait c'est la pollution de données, donc il faut vite que je supprime ça d'ailleurs, ça me fait penser. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que... les œuvres du passé sont hyper importantes pour le futur, pour l'avenir, c'est important d'aller voir le passé pour définir le futur. Cette interrogation sur la sur-robotisation, la fille invente des mots, mais j'en sais pas, mais oui, le fait que, ben voilà, bientôt les caissières ou les caissiers vont être remplacés par des robots, le fait qu'on en ait déjà parlé, toutes des choses comme ça qui font un petit peu peur, donc ça fait pas mal réfléchir, ça fait réfléchir aussi sur l'humain, sur la nature, dans la deuxième partie, il y a de très très beaux passages, je vous laisse vraiment découvrir, c'était vraiment une très belle histoire, je suis très heureuse de l'avoir découverte, et voilà. En quatrième position, on va parler d'un énorme coup de cœur que j'ai eu. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur les vlogs, vous savez de quoi je vais parler, mais en tout cas tous les livres que je présente, la plupart j'en ai déjà parlé, donc bon, ça fait un peu redite. Mais vous avez peut-être mon avis non plus à chaud, comme dans les vlogs, mais vous avez mon avis après plusieurs semaines. Et c'est vrai que parfois après plusieurs semaines, il y a des livres qu'on oublie. Voilà, vous allez voir par après, il y a des livres, je ne sais plus de quoi ça parle, j'ai oublié, je fais un déni total de ces livres. Aujourd'hui, je vais vous parler en quatrième position dans cette échelle du glauque de Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Indria, publié chez l'Iconoclaste, s'il vous plaît. C'est un livre... Je vais résumer d'abord. Donc on va suivre un personnage masculin, c'est un vieux monsieur qui joue du piano dans les stations de métro, vous savez, dans les gares ou dans les centres commerciaux, et il va commencer à raconter son histoire parce qu'on sent qu'il a quelque chose à nous raconter, et du coup, c'est ce récit qu'on va suivre dans le livre. Dans le livre, on va le suivre dès qu'il est enfant, dans les années 60, il a sa petite vie avec ses parents, et il a son professeur de piano qui lui donne cours, je pense que c'est un monsieur... assez terrible, hein, qui n'est pas toujours très tendre avec lui, il a son meilleur ami, il a une insupportable petite sœur, d'ailleurs il l'appelle tout le temps une insupportable petite sœur. Mais si vous avez lu le résumé, vous savez que dans ce livre on va parler d'orphelinat, donc logiquement vous avez compris que il va se passer quelque chose dans la vie de ce monsieur, de ce jeune garçon pour qu'il se retrouve dans un orphelinat. Je vous laisse découvrir quand, quoi, comment, pourtant, pourquoi, mais c'est très touchant. Il va rentrer dans cet orphelinat, donc fin des années 60, début des années 70. Il va rencontrer des jeunes garçons. Il va pas être très bien vu parce que lui, il est un peu prout-prout par rapport à tous les autres. Il vient d'une famille très aisée et donc lui, il a l'habitude d'avoir des petits privilèges. Donc dès qu'il arrive, il va demander, je pense, de la salade ou il va demander un truc différent à manger. En fait, cet orphelinat est dirigé par des abbés qui sont pas très stricts, hein. Ils sont même, on va dire, vraiment très cruels. Pour le coup, ils sont vraiment très cruels.
Et on va suivre en fait le quotidien de ces enfants, le quotidien de ce jeune garçon, ses rencontres, voilà, c'est toute une histoire magnifique de ses rencontres avec ses enfants. Et pourtant, ces enfants sont pas toujours tendres les uns avec les autres. Il y en a un qui est vraiment harcelé, qui est maltraité. Mais on continue à suivre ces histoires, on a envie de savoir ce qui va se passer. On a un personnage masculin qu'on découvre, à qui il arrive des trucs. Enfin, je vous laisse vraiment découvrir. On a ce personnage de l'abbé qui est absolument monstrueux, qui est cruel. Il y a un gars, je crois que c'est la grenouille qu'on l'appelle. Il est horrible ce mec. Il humilie les enfants, c'est vraiment dégueulasse. Parfois, j'ai l'impression que c'est même un peu exagéré, mais je sais, de par des conversations que j'ai eues avec certaines personnes de mon entourage, qu'il y a eu des abbés comme ça, très cruels, des gens qui faisaient des sévices assez trash à des enfants. Donc il y a eu des gens comme ça. Je perds le soleil, on adore. Mais c'est pas grave, puis, vu que vous êtes en train de faire votre vaisselle. Ce que j'ai préféré dans cette lecture, vraiment... j'y arrive pas hein, à faire abstraction. Ça ne va pas. Vous avez vu que je ne sais pas faire abstraction de la luminosité, donc lumière artificielle, te voici, te voici. Donc ce que j'ai préféré dans cette lecture, c'est plus que son histoire, plus que ses personnages attachants au destin parfois terrible, plus que ces personnages au passé parfois assez trouble, plus que cette histoire d'amour qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire, c'est la plume de l'auteur. Je n'ai jamais autant adoré une plume que dans ce livre. J'ai été complètement subjuguée par ces phrases. Il m'est arrivé beaucoup de pleurer dans cette lecture, plus par la manière dont les choses étaient écrites que par les choses qui étaient véritablement écrites. J'ai été vraiment subjuguée par cette histoire. J'ai été, vous avez compris quoi, j'ai eu un coup de cœur vraiment. C'est la première fois qu'un auteur me bouleverse à ce point pour une plume. La dernière fois que j'ai été à ce point bouleversée par un livre, c'était Raison obscure d'Amélie Antoine, mais c'était même pas pour des raisons de plume, c'était pour des raisons d'histoire, vraiment, une histoire qui m'a vraiment beaucoup plu, qui m'a détruite, qui m'a brisée. La dernière fois peut-être qu'une plume m'a touchée à ce point, c'était celle d'Olivier Bourdeau dans En attendant pour Anglaise, mais je ne me souviens pas avoir autant sangloté. Dans cette lecture, vraiment, c'était le dimanche, je l'ai dévoré le dimanche. Dans cette lecture, j'ai vraiment sangloté en lisant des phrases. Des phrases qui n'étaient même pas horribles, hein. C'est vraiment, j'ouvre la page. Il faut que je vous lise ça, enfin, voilà, c'est magnifique. Elle ouvrit le piano, son piano. Ses mains étaient pâles, plus encore que son visage, presque exsangue. Elle avait les plus beaux doigts que j'avais jamais vus. Et quand elle joua, je retins mon souffle. Pas parce qu'elle était douée, elle ne l'était pas, mais parce qu'elle jouait Beethoven, la numéro 26, Les Adieux, donc une sonate de Beethoven, un Beethoven hésitant, maladroit, un Beethoven paniqué qui cherchait son chemin dans les buissons de la surdité. Elle me vit et fronça les sourcils. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Bref, je vous passe la suite, mais c'est vraiment magnifique. Donc, moi, chaque phrase, chaque passage m'a bouleversée. Voilà, je ne peux pas encore développer pendant 3 heures à ce point. C'est quelque chose qui m'a profondément touchée, et le fait qu'on parle de musique était encore un point supplémentaire pour me plaire, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on va parler vraiment de Beethoven, donc de la passion du personnage pour les œuvres de Beethoven. Oh, bon, même si au début il est pas très... voilà, il se dit Beethoven, c'est plutôt son prof qui est passionné de Beethoven, et lui il comprend pas tellement pourquoi, et il finit par comprendre. La manière dont on parle de musique est vraiment très juste, les personnages qu'on rencontre qui jouent de la musique sont vraiment très justes. J'ai trouvé ça très pertinent, parce que vous savez, quand vous avez un métier, vous aimez bien qu'on retrouve de la pertinence sur votre métier. Mon métier c'est musicienne, donc forcément quand je rencontre un prof de musique, je stresse un petit peu, je me dis mais qu'est-ce qu'on va faire de ce personnage ? Il peut être à certains moments assez caricatural, mais je sais d'expérience qu'il existe des personnages, enfin des professeurs un petit peu acariâtres comme ça, qui pensent que leur savoir est le savoir le plus merveilleux. Enfin bref, il y a des professeurs comme ça. Et donc oui, tout ce qui touchait à la musique est absolument somptueux, enfin vraiment énorme coup de cœur pour ce livre. Franchement, je vous le conseille fois 1000.
On va monter dans l'échelle du glauque et je vais parler d'un thriller. Et plus exactement d'un roman policier puisque j'ai lu le tome 1 donc de la fameuse saga Toutes les enquêtes de Arnaldur Indridason. Son enquêteur c'est Erlendur. Dans le livre d'ailleurs on explique pourquoi les hommes et les femmes, pourquoi c'est dur ou sonne, enfin on explique tout ça. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant. Ici c'est La Cité des Jarres, c'est le premier tome. Moi de l'auteur j'avais lu L'Enfant de Poussière, le meilleur nom du dieu, L'Enfant des Poussières que j'ai détesté. Voilà, j'ai lu ça il y a plusieurs années, j'ai trouvé ça très mal écrit ou très mal traduit, j'en sais rien. J'avais pas aimé l'histoire, j'avais rien aimé et du coup quand Séverine avait parlé du fait qu'elle aimait à ce point cette saga, moi j'étais là. Comment c'est possible? Et en même temps, j'avais très envie de la découvrir, donc j'ai commencé avec La Cité des Jarres, puisque je suis un mouton éternel, hein, ça c'est clair. Donc avec ce premier tome, on va suivre le personnage de l'inspecteur Erlendur qui va trouver un monsieur qui a été assassiné dans une maison. Et les voisins ne savent pas grand chose, n'ont rien entendu, donc une enquête autour du meurtre de ce monsieur. On va suivre également le quotidien de ce policier puisque sa fille est une droguée, enfin vraiment la relation qu'il a avec cette fille est vraiment très, est horrible en fait. Elle revient, elle part de sa vie, les conversations qu'ils ont sont très violentes. C'est violent, comme vraiment, comme histoire avec cette fille, c'est vraiment violent. On va retourner dans le passé. Cet homme, en fait, il s'avère que l'homme qui a été tué n'est pas forcément quelqu'un de très sympathique. Et on va faire des recherches dans le passé pour découvrir qui il était. Donc on va découvrir des choses chez lui, etc. Bon, alors je vous ai dit, je pense en vlog, mais au niveau de la traduction, c'est très étrange parce que on passe beaucoup du coq à l'âne. Dans le même paragraphe, on va parler d'un truc et puis d'un autre, et donc on est un petit peu perdu. Et moi, je me suis retrouvée plusieurs fois perdue dans cette lecture. Je me dis, ok, donc là, on parle de quoi? On parle des femmes, on parle du monsieur d'avant, on parle de quoi? Parfois, je me suis retrouvée assez perdue. J'ai l'impression que c'est parce que en islandais, peut-être que les pronoms, tout ce qui est pronoms, et il y a des mots peut-être qui ne sont peut-être pas utilisés de la même manière qu'en français. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'étais un peu perdue. Que peut-être qu'en islandais c'est plus clair, comme en anglais ou en néerlandais c'est assez clair, les har ou les her, alors qu'en français bah c'est son, mais on sait pas si c'est son à lui ou à elle, et j'ai l'impression qu'il y a des trucs comme ça au niveau de la traduction, c'est pas toujours écrit mirobolant. Oh là là, mais la lumière là, vous exagérez. Soleil, tant pis. Continuez votre vaisselle. Donc, moi j'ai trouvé ce livre vraiment très chouette. Par contre, c'est vrai que c'est un truc un peu traditionnel. C'est pas le livre le plus original que j'ai trouvé au niveau des enquêtes policières. D'ailleurs, le personnage d'Erlendur, il est très traditionnel, il est très à l'ancienne, il est très vieux jeu, vieillot, femme, homme, vous voyez. Oui, il est très vieux jeu, il est très vieillot. Donc c'est vrai que par moments il est un petit peu agaçant, mais il y a quelque chose de touchant au fur et à mesure des pages en fait avec ce personnage. Son côté vieux jeu m'a touchée, un petit papy comme ça qui a des idées sur la vie, qui a des idées sur sa fille, qui a des idées sur telle ou telle chose, je sais pas, moi j'ai trouvé plutôt touchant ce personnage. Il y a des sujets assez sensibles qui sont abordés, je m'attendais pas du tout à ça, donc voilà, je peux pas non plus développer, je ne pense pas qu'il y a de scènes ultra glauques, mais on est quand même dans un thriller, on est plutôt dans un roman policier pour le coup, donc on a des révélations qui sont pas... je me mets là pour la lumière, la fille elle l'abandonne pas. Donc oui, il y a des révélations qui sont parfois pas très appétissantes quoi, donc on a des retrouvailles, des choses un peu terribles qui se passent dans la vie d'une ou de l'autre personne, donc oui, c'est pas le livre le plus joyeux de l'univers. Et donc je vais plus parler longuement de celui-là puisque bah voilà, on sait... C'est un policier, c'est pas hyper glauque, je pense que le prochain sera peut-être plus glauque, j'en sais rien. Mais si vous cherchez un policier qui soit ultra glauque, bah non, lisez Franck Tillier plutôt. Là, on sera vraiment dans du glauque. En parlant de glauque, dans celui-là, je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des passages, peut-être pas glauques, mais assez terribles, je trouve, des révélations qu'on va avoir. Moi que je trouvais qui m'ont beaucoup touchée, mais comme évidemment j'étais un petit peu à fleur de peau avec ce livre, comme j'étais tout le temps touchée par cette lecture, bah forcément j'ai pris tout très à cœur, et donc il y a des trucs qu'on découvre dans ce livre qui moi m'ont fortement bouleversée, et donc c'est pour ça que je le mets en 4e position, parce que bah oui, il y a des passages moi que j'ai trouvé un peu...
Ensuite, on va passer à un livre que beaucoup de gens ont lu récemment et je suis d'ailleurs très contente de l'avoir lu au moment où je l'ai lu parce que franchement, le lendemain déjà, il y avait plein de gens qui en parlaient. Bah oui, il venait de sortir donc tout le monde en parlait. Il s'agit de Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, publié chez Gallimard, c'est la collection NRF. Alors, ce livre, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais je vais quand même, enfin, si vous regardez pas les vlogs, forcément, vous ne savez pas. Ce livre nous raconte l'histoire de Mélanie, qui est une jeune fille qui a toujours aimé regarder tout ce qui est télé-réalité. Donc elle, Loft Story, c'est un peu son truc. Quand elle était jeune, elle regardait ça. Et elle va toujours être intriguée par ce milieu de la télé-réalité parce qu'elle se dit « Waouh, c'est des gens qui deviennent super célèbres » et elle enviait un petit peu les gens célèbres comme ça. Et elle s'est dit qu'elle aussi, elle voulait devenir célèbre et donc elle va participer justement à une émission télé-réalité. Et plus tard, ce qui est hyper important dans l'histoire ici, c'est qu'elle va ouvrir sa chaîne YouTube. Elle va se rendre compte qu'en fait, c'est pas très compliqué d'être connue. Mais le truc horrible, en fait, c'est qu'elle va pas se mettre en scène elle-même, elle va mettre en scène ses enfants. Quoi de plus normal, hein? Et donc sur YouTube, il va y avoir plein de vidéos de ces enfants qui vont ouvrir des colis, qui vont faire des jeux, des machins, le genre de trucs qui existent vraiment. Il y a vraiment des chaînes famille comme ça. Voilà. Et donc son mari va participer également, il va faire les montages, tout ça, bref, ouais. Il commence à ramasser pas mal de thunes en faisant ça. Et on sait qu'au début du livre, bah vraiment, premier chapitre, la petite fille de Mélanie a disparu, elle a été enlevée. Elle a disparu et donc on va suivre un petit peu tout ce qui s'est passé juste avant la disparition de l'enfant. Et donc on va suivre un petit peu les stories de Mélanie, donc sur Instagram on peut faire des stories, donc parler en face à ses abonnés, on peut dire ah oui aujourd'hui j'ai acheté ça et tout ça, et elle qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte son quotidien, là elle vient d'avoir acheté des chaussures pour ses enfants, et elle met en scène évidemment ses enfants, sinon ce n'est pas drôle, et donc voilà, on va regarder un petit peu comment ça s'est passé, et on va suivre aussi une enquêtrice, Clara? Je ne sais plus. Oui, Clara qui, elle, va se retrouver confrontée à cette affaire de disparition d'enfants et elle va découvrir le monde des youtubeurs famille. Elle va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un monde qu'on n'imaginait pas. Des gens qui exposent leurs enfants pour gagner plein de thunes, parce qu'on est bien d'accord que c'est pour ça. La reconnaissance, tout ça. Enfin bref, elle est un peu choquée, vraiment. Et il y a donc cette enquête sur cette disparition. Et bah voilà, c'est un petit peu un livre qui va venir, un petit peu beaucoup, qui va venir dénoncer l'utilisation des réseaux sociaux actuellement, non seulement des chaînes famille, mais c'est vrai que ça fait poser des questions de temps en temps, même moi-même, hein, qui fait des vlogs, bah je suis pas connue 1 million d'abonnés comme elle, mais c'est vrai que parfois j'expose des trucs, je me dis mais... Après ce livre, je me dis, est-ce que c'est très judicieux de raconter ça? Non, mais je pense que ça a beaucoup moins d'impact de parler des livres que j'ai achetés, par exemple, que d'exposer tes enfants. Enfin, moi, vraiment, c'est le truc que je trouve horrible, que je trouve scandaleux, c'est d'exposer ses enfants sur Internet, surtout dans cette circonstance-là, en fait. Parce qu'on sait pas, enfin si, on sait en fait que derrière Internet, si vous avez lu des Franck Tillier, vous savez, le dark web, vous savez. Si vous avez lu des Franck Tillier, vous savez le genre de détraqué qui existe sur Internet. Et donc, à partir du moment où tu exposes tes enfants, bah, tu as le risque que des gens utilisent l'image de tes enfants pour faire je ne sais quoi. Et en plus, c'est des enfants qui, peut-être, quand ils vont grandir, ils vont voir qu'en fait, on a utilisé leur image d'eux en train de pleurer. C'est horrible, en fait. Donc, voilà, j'ai un peu du mal avec ça. J'ai pas envie de débattre longtemps là-dessus. Mais en tout cas, les youtubeurs famille, vraiment, c'est un truc qui me débecte un petit peu. Je suis moi-même des youtubeurs famille, mais qui ne présentent pas forcément leurs enfants. Je pense à Noémie et Tanguy qui ont un enfant là depuis dernièrement. J'adore sur leur vlog, j'ai jamais vu la bouille de leur fille et tant mieux, franchement. Mais vraiment, bref, ça me débecte. C'est pas le sujet. Mais vraiment, c'est hyper intéressant la manière dont elle a traité le sujet. Elle s'est hyper bien renseignée. Si vous connaissez le sujet des youtubeurs famille, ça va pas vous déranger, ça va pas être redondant. Et si vous ne connaissez pas l'univers des youtubeurs famille, ben vous allez être scotché. Vous allez vous dire quoi? Ça existe vraiment? Et vous allez même aller voir si ça existe vraiment. Oui, oui, ça existe, je vous jure. Voilà, moi c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que justement j'ai trouvé ça très juste. On a vraiment les deux regards, le regard de Mélanie qui expose ses enfants, qui trouve ça tout à fait normal, qui se pose pas de questions. Et moi Mélanie forcément je l'ai profondément détestée, qu'elle soit malheureuse pour la disparition de sa fille, j'en avais rien à péter. Moi j'étais plus inquiète pour la fille en fait, hein, la mère rien à péter. Et on va suivre Clara qui est aussi très touchante parce que on va suivre son passé, on va suivre un petit peu son histoire, j'ai trouvé ça vraiment chouette.
Et vraiment, c'est très très juste, ça se lit très vite, ça se dévore, et à la fin, on a un très très beau message. En fait, je vous dis ça, je vous spoil pas, je vous dis pas ce qui se passe, etc. Mais à un moment, Delphine de Vigan va prendre le parti de présenter une vision un peu futuriste, une vision un petit peu, bah voilà, qu'est-ce qui peut se passer dans la vie actuelle avec certaines personnes si on continue à laisser faire ces gens-là. Et donc, on a une vision qui fait un petit peu peur. Là, je vous le dis, ça fait peur. Donc, moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'était bien écrit. Alors moi, j'ai eu un petit truc avec ce livre, c'est que je l'ai lu peu de temps après le livre de Jean-Baptiste Andréa. Et j'avais le souvenir que Delphine de Vigan avait une plume extraordinaire. J'avais adoré Noé et moi, j'avais adoré Rien ne s'oppose à la nuit. Et je m'étais dit, waouh, sa plume, j'ai toujours dit, sa plume, c'est une des plus belles plumes de la littérature française. Et en fait, enfin que j'ai lu, hein, on est d'accord. On est d'accord, de la littérature contemporaine française que j'ai pu lire. Et en fait, après avoir lu Jean-Baptiste Andréa, je me suis dit, mais tiens, il me semblait que c'était plus poétique, plus... Alors ça se portait pas à faire un truc hyper poétique là-dedans, mais c'est vrai que j'avais dans ma mémoire un meilleur souvenir de sa plume. Il n'y a aucun souci, c'est juste que moi j'avais un souvenir d'une plume hyper poétique. Et je venais d'avoir lu Jean-Baptiste Andréa, bah forcément, bah voilà, ça a pêché un petit peu la comparaison, mais c'est très bien écrit, il n'y a pas de souci, c'est simplement moi qui me disais, tiens, il me semblait que c'était hyper poétique et tout, et en fait, non, pas forcément. Et pourquoi je l'ai mis à ce niveau-là, au niveau de la glauque attitude, il n'y a pas de scène trash, il n'y a pas de scène glauque, dégueulasse. Je l'ai mis dans cette position-là parce qu'on parle quand même d'un sujet que je trouve très sensible, et moi je trouve ça très malsain. On est vraiment avec des gens qui exposent leurs enfants. Moi j'ai été extrêmement mal à l'aise dans ce récit, c'est peut-être au niveau de mes ressentis que je l'ai mis dans cette position-là, dans cette vidéo, parce que je me sentais très mal à l'aise, comme quand vous regardez en fait ces chaînes famille, on est très mal à l'aise, hein, clairement. Donc voilà pour ce livre. J'adore. 50 nuances d'éclairage aujourd'hui. On va passer à Big Kids de Michael Desforges, qui est également un livre qui a été prêté par notre ami. Et comment vous dire que c'est le livre le plus bizarre de tous les livres bizarres que j'ai pu lire, je vous le dis. Dans ce livre, on va suivre un jeune garçon. Déjà, première page, il y a une fellation. Voilà, première page, une belle fellation. On a du harcèlement, on a un oiseau mort, mon frère mort, ma tronche d'avant. On a quelque chose de très vulgaire. Clairement, au niveau de tout ce qui se passe, j'ai trouvé ça directement, waouh, très cash, quoi, très vulgaire. Et on va suivre donc les personnages qui entourent notre héros. On a son oncle qui est flic, son père qui est journaliste, il me semble, et il subit du harcèlement, et il a un petit ami qui n'est pas très appréciable parce qu'à un moment il le harcèle aussi, et un jour il y a une jeune fille qui va arriver dans sa maison, je sais même plus pourquoi, hein. Et peu de temps après, il va vivre sa première expérience sexuelle avec son petit ami, et peu de temps après, sa vision va totalement changer. Mais totalement. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de voir des humains, déjà les dessins sont un peu space, hein. Je vous mets des petits inserts, les dessins sont déjà un peu space de base, mais là, ce ne sont plus des personnages, des visages qu'on va voir, on va voir vraiment des espèces de branches, des fleurs, tout va changer. Vraiment, c'est particulier, quoi. C'est vraiment particulier. C'est hyper graphique. Je pense que c'est un livre, je peux pas développer longtemps, hein. C'est un livre qui va parler de transformation, de changement dû à l'adolescence, donc clairement métaphore de l'adolescence. Et en fait, je pense que c'est un livre qu'il faudrait relire. Enfin, clairement, moi je devrais le relire parce que clairement, j'ai trouvé ça tellement bizarre et perché que j'étais là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mon compagnon l'a lu hier ou avant-hier, je lui ai dit tu as aimé? Ah oui, j'ai bien aimé. Tu as bien aimé. Ouais, je n'arrive pas à dire en fait si j'aime bien ou si j'aime pas, c'est vraiment tellement chelou, tellement perché que je n'arrive pas à dire si j'aime bien ou j'aime pas. Donc vraiment, découvrez-le. Si vous voulez quelque chose de spécial, je pense que c'est un livre qui peut-être peut se relire pour avoir une autre, oui, un autre point de vue, parce que vraiment, c'est bizarre, clairement. Ensuite, on va passer à du malsain, du glauque, du malsain, du poisseux, avec la saga Les liens de sang de Shuzo Oshimi, c'est publié chez Kiyun, c'est un manga seinen, donc à partir visiblement de 16 ans, quelque chose comme ça.
Il y a 8 tomes actuellement, je ne sais pas si le 8e clôture cette saga, mais en tout cas moi j'en ai lu 5. C'est un livre qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui est adolescent. Il vit avec sa mère et son père et on voit dès le début que sa relation avec sa mère est assez étrange. Enfin étrange, non, c'est juste que... Si. C'est juste que sa mère le couvre énormément. Donc dès qu'il se réveille, en fait, première page, vraiment, moi ce qui m'avait un peu choqué, il se réveille, mon chéri. Et puis tout d'un coup, on voit la mère, enfin, il y a un côté un peu effrayant de cette mère qui apparaît. Et elle est hyper... elle couve son enfant, mais d'une force hyper malaisante, quoi. Donc son cousin lui dit, mais tu trouves pas que ta mère te couve un peu trop? Enfin, c'est un peu chelou. Et lui il dit, bah... ouais, peut-être, enfin voilà, c'est un peu spécial. Et on voit d'ailleurs qu'à l'école, il n'a pas vraiment d'amis. Et un jour, à la fin du premier tome, il se passe quelque chose, une chose à laquelle on ne peut pas s'attendre, vraiment. Je m'attendais pas du tout à ça, donc première révélation, première chose qui se passe, fin du livre, c'est là, oh, mais qu'est-ce qui va se passer par après? Et bien du coup, tome 2, 3, 4, 5, là, on est de plus en plus dans une relation malsaine. Je crois le pire c'est dans le tome 2 ou 3, je ne sais plus. Très malaisante, il y a un petit peu d'éclaircie par la suite, mais vraiment, cette mère, quoi, vraiment, c'est hyper glauque. Enfin moi, j'ai vraiment, c'est pour ça que je le mets si haut dans l'échelle du glauque, parce que c'est tellement malaisant en fait. Cette mère qui a un problème, à un moment il y a une scène avec un doigt. Moi, tout ce qui concerne les mains, les doigts et les yeux, c'est vraiment quelque chose qui me dégoûte quand je lis les scènes, quoi. On peut faire tout le reste, hein, les pieds, les machins, tout ce que tu veux, mais dès que ça concerne les doigts, genre Franck Tillier avec sa guillotine de doigts là, je m'en rappelle, hein, Franck. Je m'en rappelle, de temps en temps ça rentre dans mes cauchemars, donc le guillotine de doigts, merci quoi. Hein. Mais c'est très tordu d'y avoir pensé d'ailleurs, Franck. Bref, ici oui, il y a une scène avec un doigt à un moment. Ouf. Bref, très malaisant. Si vous aimez bien ce genre d'univers, je vous laisse découvrir. En plus, ça prend vraiment bien son temps. C'est vraiment, je trouve, un petit thriller psychologique, familial, bien oppressant. Le tome 4 est un petit peu, ou 5, je ne sais plus, il y en a un qui est un petit peu plus optimiste que l'autre. Et si vous regardez sur Livre Addict, c'est le tome, celui qui est un petit peu plus optimiste, qui a eu le moins de points, enfin, que j'ai un peu moins coté, parce que bah, c'était plus optimiste, forcément, ça me correspond moins, forcément. Et on va passer aux 3 derniers livres de cette sélection. Cette vidéo ne s'achèvera jamais, ça je vous le dis. Donc on a 3 romans, 3 nationalités, non, 2 nationalités. Ah, j'hésite en fait, c'est pour ça que je parle pour ne rien dire, c'est parce qu'il y en a 2 là. J'hésite qui mettre à quel moment. Allez, on va parler de celui-là, et puis on va parler de 2 livres assez connus que pas mal de vous ont envie de lire, donc on va en parler juste après. Mais on va parler d'abord de Fracassé de Julien Dalhuy, publié chez Plume Noire, donc Lucien Souni. Voilà. Alors parfois j'aime bien, vous le savez ou pas, j'en sais rien, mais j'aime bien parfois aller dans une librairie et prendre un livre comme ça dont j'ai jamais entendu parler, être intriguée par une couverture, par un titre. Et c'est ce que j'ai fait avec celui-là, je l'ai vu chez Filigrane sur une table là. Et waouh, je me suis dit, waouh, ça a l'air terrible, Fracassé, quoi. C'est vraiment un titre qui m'appelle, qui me parle. J'ai lu le résumé, ça me tentait moyennement. J'ai été voir un avis sur Livre Addict, j'ai vu qu'il avait 19 sur 20, un truc comme ça. Je me suis dit, wouh, le livre pas connu, dont personne ne parle, je le veux. Dans ce livre, on va suivre le personnage de François qui vient d'être nommé dans un nouvel établissement. Visiblement, il doit être assistant social ou quelque chose comme ça. Et là, il est nommé responsable de la protection de l'enfance. Donc, il rentre vraiment dans des sujets, vraiment dans des thèmes terrible. Donc dès qu'il arrive en fait dans ce nouveau bureau, d'ailleurs c'est très crédible, il arrive dans ses bureaux, il est accueilli, il voit les gens avec qui il va s'entendre, avec qui il va pas s'entendre, et il voit tout de suite les dossiers qu'il va rencontrer. Il se rend compte que ces dossiers, waouh, on parle vraiment de pédophilie, de trucs comme ça, de maltraitance sur enfants, assez terrible quoi. Et il rentre chez lui et on voit petit à petit les jours qui passent, il rentre de plus en plus tard, il est de plus en plus plombé par tous ces gens qu'il doit rencontrer. En fait, il est hyper important dans ce milieu-là. Et vraiment, il est de plus en plus plombé par ce qu'il doit rencontrer. On sait qu'il a perdu 2 doigts. Qu'est-ce que je viens de dire sur les doigts? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Mais bon, ça arrive, hein. Je connais des gens à qui c'est arrivé aussi. Enfin, peut-être pas de la manière dont c'est arrivé pour lui. Mais voilà, ça arrive. Mais bon, c'est vrai que en parler dans les livres, moi, ça me... Voilà.
Bref, et en fait, jusque là, vraiment, première partie du livre, première moitié, tout se passait très bien, enfin tout se passait très bien. Au niveau de mon avis de lecture, donc j'ai passé un très bon moment déjà, je trouvais ça très bien écrit, vraiment une très belle plume, très fine et très précise, j'aimais beaucoup, très riche au niveau du vocabulaire, enfin vraiment j'aimais beaucoup, je trouvais ça très crédible, et puis il commence à se passer des trucs. Et des révélations, des retournements de situation, tout ça, tout ça. Des choses qui de base pourraient être vraiment super chouettes dans un livre, mais pas dans un livre si court en fait. C'est un livre qui fait 152 pages, un truc comme ça, un peu plus. Et il se passe plein de choses dans ce livre, des révélations, comme je vous dis. À un moment, t'as quand même une scène, moi je trouve quand même qu'on peut appeler ça du viol. Je vous laisse vraiment découvrir sur un homme. Je vous laisse découvrir parce que c'est un peu... Ouais, non. C'est une scène de sexe non consentie, donc... Ou en tout cas forcée, donc... Oui, pour moi c'est du viol. Il y a une scène comme ça, t'as une scène... Ouais, il y a une scène... Voilà. Il y a une scène. Et en fait, il se passe plein de choses. T'as une violence qui se déchaîne chez un personnage. Il y a plein de choses qui se passent sur la fin. Mais ce livre, malheureusement, a souffert de son nombre de pages. C'est 160 pages maximum, c'est pas possible de ressentir, de monter en puissance en fait. Il se passe plein de choses, une espèce de crescendo comme ça dans le livre qui, je trouve, ne va pas avec la longueur du livre. Il manque, je trouve, à mes yeux, 100 pages pour développer tout ça, toutes ces choses, ces révélations, parce qu'on a des révélations, clairement, ce genre de choses que j'adore. Et en fait, ça va trop vite, du coup, moi, j'ai pas le temps d'y croire. Il se passe déjà, le temps que je lise, en fait, une révélation, il se passe déjà un truc, il est déjà parti, le gars, et gars, laisse-moi respirer, enfin, laisse-moi avoir le choc de ma révélation, et lui, il est déjà parti, quoi. Donc oui, il souffre un petit peu de ça le livre malheureusement, mais il est utile parce qu'il dénonce en fait des choses au niveau de la politique, au niveau des choix, dans tout ce qui est ce genre d'association. On parle des supérieurs hiérarchiques qui vont faire des choix, mais pas du tout humains, qui vont faire des choix politiques qui vont à l'encontre des droits humains. C'est vraiment, c'est très bien dénoncé, c'est très bien fait, mais malheureusement pour moi, il manque 100 pages, ou peut-être 80 pages pour avoir le temps de digérer ces informations. Voilà. Et je vais passer aux deux derniers livres. L'avant-dernier livre, on en a beaucoup parlé. Vous en avez entendu parler dans ma vidéo. La vidéo où je râle, là. Il y a une vidéo où je râle tout le temps. Voilà, merci d'ailleurs pour l'accueil réservé à cette vidéo. On n'a jamais autant parlé que sous cette vidéo. Et dans cette vidéo, à un moment, je dis que j'ai lu ce livre-là et que je ne comprends pas tout l'engouement qu'il y a eu pour ce livre. Et je vous explique un petit peu plus en détail pourquoi. On est avec donc Nos corps étrangers de Karine Joachim. C'est un livre qui nous raconte l'histoire d'une petite famille, Elisabeth, Stéphane et leur fille Maïva, une jeune adolescente. Et ils ont toujours vécu en ville. Ils vont déménager plus dans la campagne, donc dans un endroit un petit peu plus isolé, un peu plus calme aussi. Donc leur vie va un petit peu changer. On va suivre notamment Stéphane qui... Pauvre petit monsieur qui ne peut plus prendre la voiture pour aller travailler, qui est obligé de prendre le train. Enfin, quelle horreur. On suit son quotidien, hein, ce monsieur, je déteste ce personnage, hein. Je vous explique un peu pourquoi par après, mais bon, c'est volontaire, je pense, de la part d'autrice. On va suivre notre héroïne, la maman, qui, elle, est femme au foyer, qui a arrêté un petit peu son travail depuis qu'ils ont emménagé dans cette maison, et qui, elle, est passionnée par la peinture, donc elle a tout son endroit où elle peint, son atelier, elle va passer du temps à faire sa peinture. Et c'est une femme, on sent qu'il y a quelque chose en elle, il y a une blessure, il y a quelque chose, et on sent assez vite qu'elle a des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. J'allais dire quoi? Je sais pas. Des troubles du comportement alimentaire. Et on sent du coup que ça va être un sujet très important dans le livre. On va suivre aussi Maïva qui est dans sa nouvelle école. Alors elle quitte ses amis, c'est pas très cool pour elle. C'est une jeune ado qui découvre donc cette école. Pour elle, c'est vraiment une école de bouseux, quoi. Donc elle se dit, oh ces gens, c'est des bouseux, des campagnards, des machins. Gros cliché quoi, vraiment. Et donc elle s'intègre difficilement parce qu'elle a en tête qu'elle est mieux que les autres et c'est une jeune ado assez insupportable, hein, clairement. Elle juge les autres assez facilement et elle va juste s'intéresser à deux personnages. Le personnage de Richie qui est un jeune garçon qui a l'air plus âgé que son âge et on va un petit peu découvrir des choses sur lui au fur et à mesure de la lecture. Et très vite, on va rencontrer un jeune garçon qui est dans sa classe et qui a le syndrome de la tourette. Et bah forcément, je dis forcément parce que je sais comment on peut être à cet âge-là, comment les gens peuvent être à cet âge-là. Ce jeune garçon, dès qu'il a ses crises, dès qu'il dit des choses,
eh bien des jeunes vont se moquer de lui. Donc déjà, ok, on comprend qu'on va être dans deux peut-être thématiques importantes. Et très vite, on va rentrer un petit peu dans ce qu'on appelle du harcèlement. Et donc, ce jeune garçon, ben, il est maltraité, quoi. C'est pas cool. Voilà. Et en fait, moi, je croyais qu'on allait s'arrêter là, à ces deux sujets, qui sont vraiment dans le premier tiers. On a vraiment ces deux sujets. Et en fait, on parle tout d'un coup d'un autre sujet. Donc, de quelqu'un, voilà, d'un personnage, on en parle un peu plus, je me dis tiens, on prend le temps de développer sur ce personnage, mais du coup, moi je trouve que pendant ce temps-là, on oublie un peu ce qui se passe avec le premier personnage. En plus, tu as une relation amoureuse qui naît, comme ça, pif paf pouf, je vous dis pas qui, quoi, quand, mais une relation complètement improbable. Vraiment, dans la situation qu'on décrit dans le livre, cette relation, je n'ai pas compris. Ce n'est pas possible que des gens comme ces gens-là, particulièrement, puissent se mettre ensemble. Je ne suis pas dans leur situation, mais avec toute l'empathie dont je suis capable, et toute même la bienveillance dont je pourrais être capable, je ne peux pas imaginer un seul instant me mettre en relation avec cette personne et vice-versa. C'est pas possible, c'est juste pas crédible. Et donc t'as deux sujets donc, qui viennent de se rajouter, et à la fin, je spoil pas du tout, je pense qu'on en a pas mal parlé d'ailleurs, je vous préviens parce que c'est une scène assez terrible. C'est pour ça que je le mets en avant-dernière position, parce qu'on a vraiment une scène horrible sur la fin. C'est pour ça que je le dis, parce que je sais qu'il y a des âmes sensibles qui vont peut-être aimer cette lecture, qui vont être touchées, et puis tout d'un coup sur la fin vont peut-être être malades même parce que c'est terrible qui se passe sur la fin. Donc il y a une scène terrible, je vous dis pas quoi, quand, comment, mais il y a une scène terrible sur la fin qui parle encore d'un autre sujet. Et t'es là, mais ok, donc il se passe tout ça, et moi je sais plus, j'arrive plus à croire, à comprendre, à compatir, parce qu'il y a trop de choses sur la table. Et de nouveau, comme Fracassé, que j'ai lu juste avant, peut-être le problème c'est moi en fait, c'est peut-être pas les livres, mais je trouve que si on voulait parler de tous ces sujets, il fallait en parler en 200 pages de plus. Là je rajoute 200 pages, qui dit mieux. Donc oui, je trouve que vraiment ces sujets étaient hyper intéressants, étaient bien abordés, mais s'il y avait eu 200 pages de plus, ils auraient été beaucoup plus impactants, ils auraient été plus forts, ils m'auraient vraiment beaucoup plus touchée, et j'y aurais cru. Mais là vraiment, non, je n'y croyais pas en fait. Et d'ailleurs, quand on passait au sujet suivant, on développait un personnage, j'étais là, oui, mais le premier personnage dont on a parlé, moi, ce personnage, il m'a bouleversée, il s'est passé quelque chose avec lui qui m'a vraiment bouleversée. Quand j'ai lu cette scène terrible avec ce personnage, moi, j'ai presque pleuré, je me suis dit, waouh, on va parler de ça, je sais pas si je vais y arriver. Et en fait, c'est vite oublié, quoi. De par une relation, de par autre chose, on oublie. Et je trouve ça horrible. Je dis pas insultant, on va peut-être pas aller jusque-là, mais je trouve ça horrible pour cette personne qui a vécu ça, de passer vite à autre chose en fait. On en reparle hein, quand même de temps en temps, mais c'est vite balayé par le reste. Et du coup, moi j'ai été vraiment déçue par cette lecture parce que il y avait tellement de bonnes idées. Vraiment, la scène finale, moi, vous savez que j'aime le glauque, le dégueulasse, tout ça, j'adore ça. Mais dans ce livre-là, non. C'est pas possible, ça n'a pas marché parce que c'était pas crédible, c'était trop, c'était extravagant. Et donc, non, désolée. En plus, ce qui n'aidait pas, c'est que ce héros, Stéphane, je ne pouvais pas me le piffer. Mais ça, c'est volontaire hein, de la part de l'autrice. C'est vraiment un personnage, déjà, il trompe sa femme, il n'arrive pas à oublier, machin. Oh là là, mon Dieu, pauvre gars. Et quand il prend son train, là, il sent les odeurs corporelles des gens, pauvre petit bourge. Enfin, franchement, est-ce que je vais avoir empathie pour lui? Non. C'est volontaire, je sens bien hein, de la part de l'autrice, mais du coup, j'avais là, ce mec, aucun feeling, hein, le mec. Et l'héroïne, Maïva, la jeune adolescente, qu'est-ce qu'elle était cruche. Oh, qu'est-ce qu'elle était naïve. Et pareil, c'est volontaire, je sais bien de la part de l'autrice pour nous faire justement découvrir des choses qu'on lui explique, elle est là. Oh mais justement ça m'énerve. Je crois que la bêtise humaine m'énerve. Je sais que je suis pas un génie, mais quand les gens sont encore plus bêtes que moi... Sérieux quoi. Ah, elle m'a agacée, mais voilà, c'est volontaire, hein, je sais bien, c'est intelligent d'ailleurs de la part de l'autrice d'avoir mis un personnage hyper naïf qui va découvrir quelque chose. Du coup, on doit l'expliquer pas mal de choses puisqu'elle comprend pas tout de suite. Elle est ado, elle est naïve, tous les ados ne sont pas naïfs, hein, par contre, mais celle-là, elle gagne la palme, quoi. Voilà, moi j'avais de l'empathie pas mal pour l'héroïne.
une empathie, voilà, à certains moments j'étais là, comment c'est possible? Mais j'avais quand même pas mal d'empathie pour elle. Donc ce livre, je pense qu'il a souffert de son nombre de pages de nouveau. Donc comme c'est la deuxième fois que ça arrive, j'ai l'impression que peut-être que c'est moi le problème et que je sais pas. Peut-être que je veux des choses un peu plus denses. J'en sais rien, mais c'est peut-être moi le problème au final, puisque ça fait quand même le deuxième livre où je dis la même chose. Donc voilà. N'hésitez pas à écouter les avis de gens qui ont adoré. Je sais que Sève, elle a adoré Manon du Vibration littéraire, elle a beaucoup aimé. Manon qui travaille dans le milieu psychiatrique, je pense que peut-être que son avis pourrait être hyper intéressant parce que bah elle connaît le métier, donc peut-être qu'elle pourra encore mieux, enfin vraiment, elle pourra bien développer son avis d'un point de vue de docteur, quoi. On va parler de Une vie de poupée de Eric Axelsson, publié chez Actes Noir, donc la collection Actes Noir chez Actes Sud. On admire quand même la beauté de cette couverture. Ce livre va parler du thème, bah c'est le livre top là, du high level, du glauque et du dégueu. On va parler du thème de la pédopornographie, donc je vous préviens, âme sensible s'abstenir, vraiment, il y a des scènes, et pas qu'un peu. On va suivre deux jeunes filles qui ont fui un foyer pour jeunes filles il me semble. Elles étaient suivies par un psychiatre et désormais elles vivent en fait en se prostituant, sachant qu'elles sont quand même très jeunes. Je pense qu'à un moment elles sont quand même dans l'histoire 13 ans et elles se prostituent. On va suivre aussi un personnage féminin qui est retrouvé en bas d'un immeuble. Donc il y a une enquêtrice qui n'a jamais vu un cadavre de sa vie, qui voit son premier cadavre, c'est cette jeune fille Tara, qui on sait qu'elle avait rendez-vous avec un homme juste avant. Pareil, Tara est très jeune. Et donc on se dit qu'elle s'est défenestrée, qu'elle s'est suicidée, mais on se doute bien que ce n'est pas le cas, et donc il va y avoir une enquête là-dessus. Et on va suivre aussi le personnage de Kevin, qui est un inspecteur assez... Alors est-ce qu'il est inspecteur, je ne sais plus, mais il travaille dans la police. Et il a un profil assez particulier, c'est un homme amateur de cinéma, je sais plus ce qu'il... Je crois qu'il a mémoire photographique, il a quelque chose. En fait, il relève toutes les incohérences qu'il y a dans les films. C'est assez intéressant d'ailleurs, des choses qu'il dit. Et tous ces destins vont être un petit peu mêlés, je vous laisse vraiment découvrir. On est vraiment dans une narration qui parfois peut un peu déconcerter parce que on fait beaucoup de sauts dans le temps, donc on est en 2000 je ne sais pas quand, puis on passe quelques mois plus tard, puis on revient. C'est précisé à chaque fois, mais il faut suivre quoi. Parfois c'est un petit peu compliqué. Moi j'avais parfois du mal à suivre ces personnages. On va suivre le passé des deux jeunes filles, comment elles s'en sont venues à se prostituer, alors qu'elles s'en sont venues à vivre vraiment du sexe et d'être filmées, enfin vraiment horrible quoi. Et on va suivre aussi des gens qui font ça, qui vont voir des jeunes filles, c'est horrible, bref, dégueu quoi. Et donc on va dénoncer tout ce milieu, on va dénoncer aussi tout ce qui est législation autour de ce milieu, qu'on se rend compte qu'en fait la législation là-dessus est très... et il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans les lois, j'y connais rien, donc je dis comme je peux. Mais on se rend compte en fait qu'il n'y a pas une législation claire et précise là-dessus et que c'est horrible en fait. Parce que pour arrêter quelqu'un pour telle ou telle chose, en fait, il faut avoir des preuves, et parfois les preuves, t'en as pas, quoi. C'est vraiment une terrible histoire, je sais pas en parler 3 heures, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très sombre. On va s'attacher très fort au personnage de Nova et Mercy, parce qu'on va suivre vraiment leur passé assez terrible. Tout de suite, elles vont être baignées dans ce drame. En fait, mon avis est un peu décousu pour ce livre-là, je me rends compte que j'arrive pas trop à dire ce que j'ai retenu de ce livre, parce que moi, je retiens surtout, plus que l'histoire et certains passages, je retiens surtout des émotions. Je retiens que j'étais écœurée à beaucoup d'occasions. Je retiens que oui, on décrit énormément de choses qui se sont passées, mais je trouve que parfois c'est un peu nécessaire pour mettre vraiment pour se rendre compte de la réalité, parce que ça existe vraiment. Je trouve que j'ai été aussi surprise par certaines choses. Il y a des petites révélations aussi que j'avais pas forcément vu venir. J'ai été aussi très touchée par la relation humaine entre les personnages, et aussi le personnage de Kevin qui est très attachant. Vraiment un personnage très très attachant. J'ai retenu plus des émotions que vraiment véritablement la construction de cette histoire, parce qu'en vrai la construction de cette histoire est un petit peu on fait des montagnes russes quoi. Vraiment on passe d'un chapitre à l'autre, on parle du passé, du présent, puis on change de personnage, et c'est pour moi, c'était parfois un petit peu décousu au niveau de l'histoire, mais c'était toujours passionnant. Dès qu'on rentrait dans un nouveau chapitre, moi j'étais déçue d'abandonner le chapitre précédent, mais j'étais quand même contente parce que j'allais découvrir autre chose, et c'était passionnant, en plus d'être très très noir, et
Vous savez, j'aime bien le glauque, mais pour moi, le glauque ne doit pas être gratuit, ça doit pas être dégueu pour dégueu, à part peut-être la chambre de lactation que j'ai hâte de découvrir. Là, je le lis parce que c'est glauque. Mais sinon, dans ce genre d'histoire, je veux pas qu'on présente des choses dégueulasses pour nous présenter des choses dégueulasses. Et j'ai vraiment pas l'impression que c'était ça que les auteurs voulaient faire. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris. C'est un duo d'auteurs et c'est Eric Axel Sund. Qui s'appelle comment? Donc il y a Eric et il y a Axel peut-être? C'est pas enchanté, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas qui s'appelle comment. Mais oui, vraiment, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, pour le coup. Qui est terrible, bien glauque. Ça, je vous le dis. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu, que les 50 nuances d'éclairage ne vous auront pas dérangé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous voulez lire l'un de ces livres. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos derniers coups de cœur. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt.